Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impro Blabla. Une nouvelle fois, nous nous baladons un petit peu partout dans le monde. Nous avons visité l'Europe, nous avons visité le Québec et nous allons un petit peu plus loin cette fois-ci. Nous allons au Nouveau-Brunswick. Oui, je l'ai bon, c'est bon. Au Nouveau-Brunswick en compagnie de Isabelle Gauguin et Michel Albert qui font partie de la structure Improvisation NB et on va pouvoir justement discuter du milieu de l'improvisation au Nouveau-Brunswick, comment ça se passe depuis combien de temps les Nouveaux-Brunswickois, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Font de l'improvisation. Alors, je vais commencer par vous présenter rapidement, puis vous dire, vous saluer déjà, j'ai oublié de le faire. Alors, bonjour à vous deux, Isabelle et Michel, ça va bien? Bonjour, ça va bien avec toi? Oui, toujours. Alors, comme je l'ai mentionné, vous faites partie de la structure Improvisation NB. Isabelle, toi, ça fait depuis une grosse quinzaine d'années, je crois, que tu fais partie de l'organisation. Oui, ça me rajeunit pas. Ça doit être quelque chose comme ça, par exemple. Moi, j'évite de calculer, hein, parce que là, si je sais, là, j'ai des cheveux gris qui poussent immédiatement. Mais oui, quelque chose comme ça, oui. C'est ça, tu es en charge du développement de l'organisation sur plein d'aspects, que ce soit le secondaire, l'universitaire et le post-universitaire. Oui, moi, je suis directrice générale d'improvisation Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ça, je m'occupe les dossiers de l'organisme à tous les niveaux, tous les groupes d'âge. On a beaucoup de projets qui touchent différentes sphères. Fait que c'est moi qui m'occupe de ça au sein de l'organisme. Un petit peu la référence pour l'organisation aujourd'hui. Merci, oui. Mais avec mon CA, dont Michel Albert fait partie. Exactement. Donc, Michel, comme on l'a mentionné, qui fait également partie du CA d'Impro NB. Toi, je crois que ça fait un petit peu plus longtemps que tu fais partie du paysage de l'impro du Nouveau-Brunswick. 1986, oui. sont mes débuts. Donc, si Isabelle est la référence pour Impro NB, je vais me faire la référence pour l'histoire du jeu dans la province. Je suis pas parmi les premiers, ça date d'avant, mais disons que j'ai une longue mémoire là, quand ça vient à ça parce que j'ai jamais décroché depuis ce que vous appelleriez secondaire 3, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, c'est la préhistoire oui. de l'improvisation. Ben oui, on allumait notre feu. Aussitôt qu'on a inventé le feu, là, il faisait assez clair le soir pour jouer des matchs d'impro. C'est ça, exactement. C'est ça. Voilà, on va avoir le temps de faire presque une frise chronologique du développement de l'impro dans votre province. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir un petit peu, Michel, tu pourras peut-être nous dire, justement, nous parler de comment est-ce que l'impro est arrivé au Nouveau-Brunswick. Isabelle également, toi, à partir de ton parcours, comment est-ce que vous avez découvert cette discipline-là et où est-ce qu'elle vous a amené l'un et l'autre? Ben dans mon cas, mettons que ça commence avant moi, c'est que ça commence avec les campus universitaires. Il y a une université, dans le fond, la plus grande université francophone hors Québec, c'est l'université de Moncton. Elle a 3 campus, un petit peu plus que ça. Là, il y a mais si on simplifie ça, il y a 3 campus à l'époque. Moncton, évidemment, qui est la maison mère. Edmundston, qui est au nord-ouest, juste aux frontières du Québec, là, dans le coin de Ville-des-Gelées, Rivière-du-Loup, ces endroits-là. Et de l'autre côté, dans la péninsule acadienne, il y a le campus de Shippagan, qui est très petit. C'est comme 200 étudiants, quelque chose comme ça. Mais dans le nord, on a Radio-Québec. Donc, on a de la télé, c'est le fun. Moi, je viens du nord-ouest, là, donc on avait de la télé de l'Atlantique, on avait de la télé du Québec, on avait de la télé des États-Unis parce qu'on était sur cette frontière-là aussi. Et Radio-Québec jouait les matchs de la LNI tout au long. Donc, c'est là, tous les dimanches soirs, me semble. On se mettait là, puis c'était comme 2 heures, 3 heures de match. Là. Il y avait un gros match joué comme un match de hockey. Donc, et c'est ça qui a inspiré les campus du Nord de se lancer là-dedans. Le voir, vouloir le faire. Et ça a commencé donc universitaire, dans ces très petites universités-là. Mais dans la péninsule, c'est juste des choses que j'ai appris par après, dans la péninsule, il y a vraiment des adultes qui étaient en charge
du socioculturel du campus là-bas, qui ont décidé, on joue pas juste, là, on se part une ligue civile, il y a des universitaires, il y a des jeunes du secondaire là-dedans. Ils se promenaient de ville en ville dans leur région, donc chaque match était dans différents endroits. La Ligue d'improvisation de la péninsule acadienne. Ça, là, c'est comme 1984, 85. Donc, même peut-être avant, là, je suis incertain, mais aussitôt que ça commence à jouer à la télé, ils commencent à voir, si on veut, des succursales en Acadie. Puis, ça va, ça fait bon train, ça développe beaucoup de talent dans ces coins-là. La même chose se développe à Edmundston, pas la Ligue, mais le campus d'Edmundston fait la même chose. Évidemment, ça inspire les écoles secondaires. Moi, c'est là que je rentre dans le portrait, si on veut. Je vais à l'école secondaire à Edmundston. On est en 86, j'ai dit. Quelqu'un m'invite As-tu pas vu ça à la télé? Non, j'avais jamais même vu ça, moi, encore. On m'invite en 10e année là, à faire partie du comité d'improvisation. En tout cas, l'histoire aura démontré que j'aimais ça. Mais mais c'est tellement embryonnaire pour nous, c'est comme ma première année là, c'est l'année, quelque temps dans l'année, quelqu'un a finalement bâti des bandes d'impro. Donc, on jouait juste, on n'avait rien. On n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de... aujourd'hui, les jeunes peuvent dire qu'ils ont des entraîneurs qui l'ont fait. Dans notre temps, personne ne savait qu'est-ce que c'était. Et les plus vieux qui en jouaient étaient probablement au début de leur vingtaine en Acadie. Donc, on est juste, nous autres, on apprend sur le tas, là. On est juste, en tout cas, on s'improvise des joueurs d'impro. Les joueurs universitaires de ces campus-là descendent à Moncton parce que c'est très rare que tu finis tes études dans les campus du Nord. C'est des débuts de programme. Puis après ça, tu es supposé aller à Moncton, dans le Sud. Et là, bien évidemment, là, ça devient un moteur d'improvisation que ça l'est encore. Parce que les universitaires sont ceux, en tout cas, du moins à travers les années 90, que moi j'ai vécu, début 2000, c'est les gens qui ont décidé qu'ils voulaient rester, qui voulaient s'intéresser à redonner aux écoles secondaires et maintenant aux écoles primaires, parce que c'est bien développé à ce niveau-là aussi. Puis, avec les vieux comme moi, il y a eu des moments où on a eu des ligues civiles, qui ont plus ou moins duré, selon le cas, sous différentes formules. Une des ligues civiles les plus vieilles, c'est la Ligue d'improvisation Chaleur à Bathurst, qui est partie plus ou moins en même temps que, par exemple, la Ligue d'improvisation acadienne qui était ici à Moncton, qui était à la télé, donc locale, si on veut, provinciale. Tout ça, ça a des bébés, là. Tout ça, ça fait en sorte qu'il y a un plus gros bassin de joueurs d'impro que jamais, si on veut, en Acadie. Mais vraiment, c'est né là, de ce moment-là, au mi-temps des années 80, où les gens se sont intéressés à travers les spectacles diffusés par la LNI. Donc, moi, j'ai vraiment vécu là, toutes ces générations-là, entre autres. Là. Donc, fait partie de différentes ligues, trop exploratoires. Je suis connu pour être un peu plus artsy, si on veut, que la norme. Mais c'est ça. Fait que j'ai un long trajet où j'ai été surtout arbitre, je dirais, dans toutes ces années-là. Mais joueur, monteur de spectacle, entraîneur et présentement président d'improvisation NB. Donc, ça nous amène à aujourd'hui. OK, donc on parle vraiment plus d'improvisation gravélienne, style format, match, qui s'est développé principalement dans la province. C'est pas qu'il y a pas d'autres choses. Il y a d'autres choses, mais nos jeunes du primaire, nos jeunes du secondaire, c'est ça leur école. C'est ça qui les intéresse, premièrement, de jouer dans la structure match. Puis une fois qu'ils arrivent à l'université, ils veulent faire un peu la même chose qu'ils ont toujours fait. Quand ils créent une ligue civile, ils veulent faire un peu la même chose qu'ils ont toujours fait parce que c'est ça leur amour. Je pense qu'au Nouveau-Brunswick, vu que c'est une petite communauté, relativement parlant, c'est serré, mais justement, c'est comme s'il y a trop de gens qui développent des projets complètement différents, on est en train de voler du pool possible, si on veut. Donc, je pense qu'il y a un élément de vouloir faire la même chose puis être sur la même longueur d'onde, puis aussi il y a moins de division ou de schisme entre les générations, puis parce que on redonne constamment. Il y a un filon conducteur où personne commence à zéro maintenant parce que tous ces anciens-là, tous ces vétérans-là existent, travaillent, sont coachs, sont officiels, travaillent à l'organisation. Donc, je dis pas qu'on n'a jamais innové ou qu'on n'a pas comme brisé
le format match ou même ajouter au format match qui existe maintenant avec nos propres valeurs, etc. Mais, règle générale, ça se veut très classique. J'aime dire hellénique parce que ça sonne, c'est un jeu de mots. Voilà. Je pense qu'aussi, ça crée une base. Fait que là, tu parles tout le même langage, puis à partir de là, tu peux inventer des catégories différentes ou des choses. Si ça, c'est la vision de la ligue ou du sorte de match que tu veux présenter, mais tout le monde parle le même langage de base. Puis qu'on n'est pas nécessairement en train de comme réinventer la roue, ou est-ce qu'il y a déjà des catégories qui peuvent être ça ou qui sont une version de ça, ou que ça, c'est juste une différente façon de faire quelque chose qui existe puis qui pourrait être inclus à l'intérieur de la sphère de ça. Fait que je pense que avoir cette base-là partout dans la province fait en sorte que c'est un fondement solide sur lequel les gens peuvent explorer puis innover puis vraiment aller voir qu'est-ce que eux peuvent faire à leur image comme spectacle. Même si nos ligues travaillent principalement dans un format d'impro-match classique, même si nos jeunes œuvrent là-dedans au primaire puis au secondaire, ça n'empêche pas qu'il y a plein de spectacles spéciaux. On a développé plein de choses, des matchs à la manière de matchs de lutte, par exemple, qui se veulent très gros spectacles. On a des pièces de théâtre complètement improvisées. On a des spectacles qui ont tourné les écoles avec ça aussi. Donc, il y a des choses qui sont très impro-bar et il y a des choses qui sont les intellectuels s'amusent. Mais je dirais qu'en général, puis on parle de quand même une province qui n'est pas très populeuse, dans nos populations francophones à nous, veux-tu jouer de l'impro? Ben, probablement que dans ton coin, c'est de l'impro classique qui joue et tu vas accepter que c'est ça qui existe et aussi tu es content que c'est ça qui existe. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant parce que quand tu encourages les joueurs à être novateurs dans la façon qu'ils approchent, de prendre des risques, d'être audacieux, ça vient en tour à influencer la façon qu'on crée des règlements, qu'on les modifie, qu'on les met à jour. Parce que nous autres, on a déjà été dans des situations où est-ce qu'on a été à des tournois de jeunes secondaires, puis qu'un jeune fait un choix pendant l'impro, puis là, tout le monde se regarde, puis se dit « Peux-tu faire ça? Ça code-tu? » Puis là, tout le monde est comme « Ben, je sais pas, moi, je trouve que c'est cool, fait que gardons-les. » Puis ça peut vraiment s'aimer comme une innovation à l'interne de ce qui est acceptable dans une chantée, ce qui est acceptable dans une dramatique. C'est quand même une chantée puis une dramatique qui sont des catégories très fondamentales, mais ça étend la définition de ce qui est une chantée, de ce qui est une dramatique. Puis ça c'est quelque chose qui est vraiment amusant. Puis c'est ce temps-là qu'on voit que l'échange se fait. C'est pas les personnes avec beaucoup d'expérience qui décident tout puis que ça découle aux plus jeunes. C'est vraiment un échange. Les jeunes font des choix puis posent des questions, puis toi, tu es obligé de repenser complètement ton 15 ans d'expérience, puis que tu fais « Yeah, sais-tu quoi? T'as raison. Ça, c'est actually super cool. » Je vois exactement ce que tu veux dire, cette notion de toujours se réinventer organiquement, en fait, qui permet de comprendre de nouvelles choses, de rester ouvert et ne pas rester fixe sur la même certitude. Mais si je comprends bien, donc, cette vision partagée-là, cette base commune à travers votre communauté, quand est-ce que ça a mené à la formation de ImproNB? La racine, vraiment, a commencé à s'établir en 95, qui est liée à ce que Michel disait par rapport aux universitaires, qui avaient créé des bases vraiment solides dans les campus, puis qu'eux voulaient ensuite s'impliquer dans les réseaux des autres niveaux d'âge. Ils voulaient apporter une certaine stabilité aux tournois qui existaient déjà entre les jeunes des écoles secondaires. Ils voulaient apporter ce genre de soutien-là qui manquait. Parce qu'on avait dans le temps, évidemment, des tournois, mais que, tu sais, on n'était pas toujours sûr qui était bien formé pour être officiel, qui avait les outils pour remplir ces rôles-là, qui allait organiser ces événements-là, puis est-ce que ça allait être bien organisé parce que c'était des gens qui savaient qu'est-ce qu'on avait besoin pour un tournoi. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'ils ont vues au fil des dernières années, puis ils se sont dit, non, on va s'investir, on va s'engager dans ces réseaux ici, puis vraiment les soutenir, puis les développer. Fait que les racines sont vraiment là. Ensuite, au fil des années qui se développent, on entame des tournois, des événements, des activités de plus en plus ambitieux.
on développe des programmes de former des officiels, développer ces compétences-là un peu partout dans la province, encadrer mieux les entraîneurs. Ça, c'est tous des soucis qu'on avait de plus en plus dans la province. Ça culmine dans essentiellement moi qui travaille à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, qui a été embauché, entre autres, pour un projet d'improvisation. Et cet organisme-là, une des choses clés, c'est qu'il consulte les jeunes de la province par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et eux, leur question, c'est pas nécessairement c'est-tu faisable, c'est comment c'est faisable. Fait qu'eux m'ont engagé, entre autres, pour gérer quelques projets d'impro spécifiques, mais aussi avec l'objectif de développer un vrai organisme provincial qui se veut chapeauter toutes les entités d'improvisation d'une façon ou d'une autre dans la province. Donc, on a travaillé fort, on a développé cette idée-là jusqu'à ce qu'en 2015, on incorpore officiellement l'organisme. Fait que toutes ces années-là entre, on a vraiment développé qu'est-ce qu'on est, qui on est, comment on veut fonctionner, tout ce travail de réflexion-là. Par exemple, qui est une CA, qui on veut vraiment refléter dans la façon qu'on gère notre organisme. Bon, on veut un représentant des entraîneurs, on veut un représentant des officiels, mais on veut aussi un jeune qui nous donne cette perspective-là de leur vécu, de comment eux voient les événements que, dans le fond, nous autres, on crée pour eux. Que si ça marche pas, ben, on a besoin de savoir. Donc, en plus du CE, on voulait ces voix-là aussi. Fait que tout créer ça. Puis là, maintenant, on arrive proche à notre 5e anniversaire d'existence comme incorporation, puis tout. Même si ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ce travail-là officiellement, bénévolement. Puis la beauté de la chose, c'est que comme organisme, nous autres, on peut ensuite créer des plus gros projets, plus ambitieux, parce que comme organisme, on peut aller chercher du financement. Fait qu'on a utilisé les outils d'être un organisme pour aller offrir des formations, aller tenter de développer l'improvisation dans des régions de la province qui sont des tout petites écoles, où est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources pour créer ça. Parce que bien qu'on a des grosses écoles au Nouveau-Brunswick, on a aussi des écoles qui se retrouvent dans des communautés très minoritaires francophones, où est-ce que de la maternelle à la 12e année, il y a 60 élèves. Puis ça, c'est des très petites communautés, mais on veut quand même aller rejoindre ces communautés-là. Eux aussi méritent ces activités-là. Fait que ça, c'est un objectif de l'organisme, d'aller rejoindre un petit peu partout comme ça, puis être un organisme nous permet de faire ça. Fait que c'est vraiment ça, la philosophie derrière la création de l'organisme, puis vraiment les objectifs qui évoluent constamment, mais qui sont au cœur de l'organisme. C'est devenu une nécessité parce que quand on parle de l'ancien temps, là, les années 90, quand des universitaires et intéressés ont commencé à aller à ces tournois-là, le tournoi provincial de la Gougoune dorée existait depuis 1990, mais là, organisé à la bonne franquette par, en tout cas, quelque école qui soit. Puis les universitaires ont commencé à s'impliquer en tant qu'officiels. Au début, à l'invitation d'un entraîneur ou d'un organisateur, mais éventuellement, tu n'avais plus besoin de demander. Là. C'est nous autres qui organisaient les horaires, etc. à l'avance. Mais on parle d'un temps où disons que la sécurité publique n'était pas la même dans les années 90 que maintenant. Et plus que ça allait, plus que les écoles et les parents demandaient des comptes à rendre. Là. Qui sont ces gens? Qui sont ces universitaires-là qui se présentent à l'école secondaire de mon jeune ou ma jeune? Avec qui mon jeune est-il en contact? Des choses comme ça. Donc, c'est devenu de plus en plus difficile d'organiser à distance sans avoir une sorte d'organisme officiel qui était redevable. Donc, ça fait partie un peu de ça. C'est un peu ma faute, la job à Isabelle, parce que j'avais... C'est OK, ça. Je suis OK avec ça. Ouais, j'avais glissé mot. J'ai croisé, c'est vraiment une drôle d'annonce, mais j'ai croisé le directeur de la Fédération des jeunes francophones à quelque part. C'est quelqu'un qui jouait de l'impro avant, donc je le connaissais. Et puis, on juste jasait, puis on a comme parlé, ça serait le fun si la FJFNB s'en occupait. Dans ma tête, c'est comment? Si c'était un volet de la FJFNB, voilà, la FJFNB a toute cette légitimité-là.
sais. Donc, on serait encore nous autres qui seraient appelés à faire ça, mais ça serait rené par la fédération. Il était comme d'accord. Dans ma tête, moi, il est d'accord, donc ça va arriver. Puis, en tout cas, j'étais convaincu que ça allait arriver. Et là, j'ai eu une entrevue Radio-Canada à propos de l'impro, le statut de l'impro. Puis j'ai dit, c'est le fun parce que la FJFNB est en train de travailler là-dessus. Mais c'était pas du tout officiel. Eux autres, il faut qu'ils amènent ça à une grosse AGA, puis il faut que ça soit les jeunes de la province soient d'accord avec ça. Puis, ils l'ont été, mais j'ai comme devancé J'ai mis la charrue en avant des bœufs un peu, là. Mais ça a comme forcé la fédération à faire comme « Oh non, ben là, OK, là, il faut le faire parce que là, on est des médias en train de le faire. On reçoit des appels. Vous faites ça. » Mais ça montre que des fois, tu lances un petit... On penserait que l'impro reste quand même, une valeur inconnue dans notre province. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent, ou en tout cas dans ce temps-là, il y a beaucoup de monde qui connaissent moins ça. C'est dur à vendre des fois. Donc, quand ça passe aux nouvelles, ça se fait remarquer. Mais maintenant, c'est moins un problème. Je pense que, depuis ce temps-là, les Jeux de l'Acadie qui rassemblent toute l'Atlantique, tous les francophones de l'Atlantique, dans des sports et des jeux, maintenant des jeux culturels aussi, à l'image des Jeux de la francophonie, qui ont aussi été commencés par le Nouveau-Brunswick. Mais ça veut dire qu'il y a plus de monde qui nous regarde, il y a plus de monde qui nous surveille, il y a plus de monde qui vont se présenter. Les écoles ont plus de questions. Donc, un organisme était un peu la seule solution. La seule façon qu'on pouvait vraiment continuer. Sans ça, il fallait un petit peu se délaisser puis donner toute cette responsabilité-là à chaque école individuelle qui organisait un tournoi. OK, donc c'est vraiment né d'un besoin intrinsèque qui a abouti à ce projet-là, de cette structure qui, si je résume bien, au final fournit des ressources et du développement à n'importe quelle école ou n'importe quel groupe qui souhaiterait faire de l'improvisation. Mettons que moi... Qui souhaiterait notre aide, évidemment, parce que une des choses qu'on fait pas, c'est on t'envoie pas un document. Tu pars une ligue, voici comment on joue. Là. On fait pas ça. Donc, pour les ligues et les particuliers, tout ça, on est là pour faire de la promotion, pour les guider si eux autres veulent faire des demandes de financement. Maintenant, on a eu du financement pour faire bâtir des arènes d'impro qu'on pouvait diviser dans la province. Les gens donc appliquaient. Il y a plein de ligues et écoles qui se sont fait faire de l'équipement sur ce biais-là. Donc, il y a des choses qu'on a réussi à aller chercher avec. C'était le fun aussi. Là. On parle de comme on est dans une époque où pour un instant, là, ça n'a pas duré, mais pour un instant, le ministre de la Culture, je vais le dire, le ministre de la Culture du Nouveau-Brunswick était un ancien improvisateur. Un gros à part de ça. Comme, là, il était ministre de la Culture parce qu'il était comme le seul artiste du gouvernement en place, j'imagine, mais aussi le seul francophone dans ce cas ici. C'est pas. Mais ça voulait dire que peut-être qu'il était prêt à faire avancer les choses beaucoup plus avec nous autres. Donc, on est quand même un organisme qui a des rencontres ministérielles, qui a des rencontres avec des sous-ministres. C'est ça l'utilité d'avoir une association qui travaille là-dessus, au-delà d'être tout simplement une troupe de théâtre incorporée qui fait de l'impro ou une organisation qui monte des spectacles. On fait ça dans le sens où on organise des tournois, mais vraiment, on est là on fait du lobbying. On essaye de démontrer la valeur de l'impro dans l'éducation, dans le développement de la personne, dans la santé mentale, en tout cas, dans tout ce qu'on a besoin de faire pour avoir du cash. Là. Mais l'idée, c'est que... c'est ça que c'est. L'idée, c'est nous autres, on y croit. L'impro, ça nous a fait qui on est. On a parti de peut-être des gens timides qui allaient, je sais pas moi, avoir de la difficulté dans la vie, ou des jeunes qui étaient comme survoltés puis qui dépassaient les limites puis qui étaient tout le temps dans le trouble. C'est pas de différence d'où on vient. L'impro nous a formés, nous a donné les outils qu'on a pour faire des choses dans la vie. Nous autres, on a décidé, moi Isabelle, on a décidé de pas mal réutiliser ce pouvoir-là, ces outils-là pour faire avancer l'impro, mais ça nous a aussi aidé dans des différentes carrières qu'on a eues. Puis je pense que ça paraît parce qu'on a des membres qui évoluent dans tellement différentes sortes de domaines. Pas juste la politique. C'est ça, oui, bel exemple, la politique. Mais tu sais, je pense que le réflexe, c'est faire des improvisateurs, ça devient des animateurs de radio, ça devient des acteurs professionnels, des comédiens.
Les enseignants. Les enseignants. Ça, c'est un petit peu les clichés, les évidents. On dirait que tu fais le lien vraiment, vraiment rapidement. Mais on est aussi des gens qui travaillent en ingénierie, des gens qui travaillent dans multiples associations de la communauté acadienne ou francophone ou néo-brunswickoise. Il y a beaucoup de directions générales au Nouveau-Brunswick qui sont tenues par des improvisateurs. C'est ça. Les statistiques sont... Puis, donc, du shit, c'est ça. C'est ça. Puis tu peux aller aussi loin qu'on a un membre qui a un post-doctorat en mollusques. Puis dans la vie de tous les jours, il s'appuie sur les choses qu'il a appris en improvisation pour faire son travail, pour faire les différentes phases de communication qu'il a besoin, juste d'évoluer dans son milieu puis réussir. Fait que je pense que c'est vraiment un petit peu un spotlight sur qu'est-ce que ça donne faire de l'improvisation, plus loin que performance, que aisance linguistique. C'est vraiment juste, ça donne des compétences de vie, d'adaptation, de communication, d'écoute. Juste interagir avec des gens est tellement plus facile une fois que tu as fait de l'improvisation. C'est intéressant ce que tu dis, Isabelle, parce que tout le côté linguistique qu'on n'a pas encore discuté et d'importance dans un milieu minoritaire. Être acadien, ça veut dire être en milieu minoritaire, même si on a des régions qui sont majoritaires francophones. Là, il y a des endroits ici qui sont 99% francophones, mais sont quand même dans un endroit qui est peut-être socio-économiquement défavorisé, éloigné, des choses comme ça. Donc, s'exprimer devient incroyablement important. Donc, pour les francophones en Acadie, les gens sont, tu t'aperçois maintenant, là, Armand, là, on est parleux. On parle, on veut s'exprimer. Fait qu'autant dans les arts visuels que dans le théâtre, que dans l'écriture, en Acadie, il y a beaucoup d'expressions. Et l'impro, c'en est une qui est facile, qui coûte pas cher, qui est facile c'est un peu le basketball des arts, tu sais, dans un sens, où ce que n'importe quel jeune, fait pas de différence quel âge pas quel âge, ça fait pas de différence quel âge, mais ça fait pas de différence comment défavorisé économiquement ou quoi, peut faire d'improvisation, ça coûte pas grand-chose, mais aussi, pour nous autres, c'est super important dans ce contexte-là, de jamais... C'est ça, l'impro ici est pas snob. C'est un peu ça que j'essaye de dire. C'est-à-dire, si tu viens d'un endroit défavorisé, linguistiquement, où il y a beaucoup d'anglophones, puis vous êtes une mince portion de la population est francophone, les jeunes ont de la difficulté à s'exprimer dans un français qu'on va appeler correct, dans le français radio-canadien. Okay? Puis surtout avec confiance. Souvent, ils peuvent, mais s'ils ont un manque de confiance dans leur capacité. Parce qu'ils vont avoir un accent, ils vont utiliser beaucoup de mots anglais dans leur accent, et ils vont croire, ils vont se mettre dans la tête. Et ça, c'est vrai pour toutes les maritimes. C'est pas juste le Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, c'est pire ailleurs des maritimes. Ils ont ce manque de confiance-là dans leur langue, puis ils pensent qu'on va pas les comprendre, que leur accent est trop épais, qu'ils n'utilisent pas les bons mots. Ils se sont fait peut-être dire ça par des enseignants, par de la famille, par des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont fait « je comprends pas ce que tu dis ». Donc, on a des régions qui sont prises avec ça. Pour nous autres, c'est super important de valoriser toute expression en français, que ce soit... Puis c'est ton français à toi. Donc, le français de Shediac, le français de la Baie-Sainte-Marie, le français de Shippagan, le français d'Edmundston, le français de Moncton, sont tous complètement différents. Et je dirais qu'il y a c'est presque hallucinant le nombre d'accents différents qu'il y a en Acadie. Mais reste que on est plus forts ensemble que séparés. Nos différences rendent nos spectacles plus intéressants parce qu'il y a plus de variété. Donc, c'est ce qu'on essaye d'enseigner et de transmettre. Donc, j'ai déjà été à des joutes, là, des tournois où ce que peut-être quelqu'un dans la salle faisait comme « Oh, ces jeunes-là, ça ne parle pas français, qu'est-ce que c'est ça? Ils parlent en anglais parce qu'ils ont utilisé beaucoup de mots anglais dans leur patois. » Et je me suis viré sur eux autres. Là, c'est comme, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Si on tape, il devrait y avoir des punitions comment ça s'appelle ça? Anglicisme, oui. Des punitions d'anglicisme. Il devrait y avoir des punitions pour les gens qui ne s'expriment pas dans un français que la personne à qui je parlais là, trouvait comme un français qui devrait être correct. Puis, vraiment, c'est comme si je tape ses doigts à des jeunes qui ont de la difficulté linguistique ou qui ont pas de confiance dans leur langue,
ben, je suis juste en train de les tuer. Je suis juste en train de dire, toi, fais pas d'impro. Je suis en train de dire à une pleine région, fais pas d'impro, exprime-toi pas. Et c'est complètement à l'inverse de ce que certainement Impro NB essaye de faire. Mais ça a toujours été ma philosophie du début. Je pense Isabelle aussi. Là. Ces valeurs culturelles, sociales et éducationnelles-là font pleinement partie de la mission de l'organisme, si je comprends bien. Oui, absolument, parce que c'est super valorisant de non seulement être sur scène avec ton accent puis ta variante vivante du français sur scène devant un public qui réagit à ce que tu fais. Non seulement que ça, c'est valorisant, mais c'est aussi valorisant être une personne dans la salle qui regarde quelqu'un qui sonne comme toi, qui s'exprime sur scène puis que les gens applaudissent puis réagissent. Puis ça ajoute beaucoup à la confiance culturelle. Puis ça encourage les gens de continuer à le parler, de continuer à engager, de plutôt s'enligner vers, peut-être pas nécessairement même dans la même discipline, mais peut-être au lieu d'écrire des chansons en anglais, peut-être qu'ils ont peut-être le goût d'essayer en français, voir qu'est-ce que ça donne dans leur accent, dans leur approche linguistique. Puis ça, c'est valorisant dans une façon que juste, être strict sur qu'est-ce que les paramètres exacts de ce qui est acceptable pourraient ever faire. Parce qu'il y a des générations ici qui ont perdu leur français. Ça arrivé. Des gens qui ont été au travail c'était en anglais. T'sais, moi, j'étais chanceux toute ma vie. J'ai travaillé dans des organismes, j'ai travaillé à l'université francophone, j'ai travaillé pour des organismes francophones. J'ai très peu travaillé avec même des anglophones, point. Malgré mon bac en littérature anglaise. Mais on a des intérêts. Mais l'idée, c'est que après ça, on est en train là, on est en train de créer des activités où il n'en existe pas, peut-être, où le monde peut trouver l'activité en français le fun. Si c'est le fun faire des choses en français, on garde un contact avec notre langue beaucoup plus que peut-être nos parents, grands-parents là, qui auraient perdu cette langue-là parce que ils faisaient rien de francophone qui était intéressant. Donc, il allait au travail en anglais, il y avait des amis en anglais, tu sais, là, c'est des choses comme ça. Et ça arrive souvent, là, tu vas parler à quelqu'un en anglais ici parce que tu la connais pas, puis tu penses, OK, elle m'a adressé en anglais, on se parle en anglais. Tout ce temps-là, cette personne-là est francophone parce qu'elle a tellement peur de te parler en français au cas où toi, tu étais un anglophone. Donc, il y a ce... Et ça crée une sorte d'effet pervers parce que je pense à ça des fois quand ce que je contraste beaucoup du jeu d'ici par rapport au jeu, mettons, des grands centres québécois, Québec et Montréal là, surtout. L'idée qu'ici, il y a beaucoup plus de mimes. Si ici, on a beaucoup de joueurs qui avaient une insécurité linguistique, comment est-ce qu'ils se sont développés différemment? Donc, moi, je suis verbomoteur, là, mais il y a des joueurs qui ne le sont pas, ne le seront jamais, pourront jamais se débarrasser d'un accent qui les a suivis toute leur vie. Donc, ils sont comme un peu pris ou qu'ils ne peuvent pas jouer là, le différent niveau de langue aussi facilement que d'autres. Donc, ils se replient sur le jeu physique et deviennent des experts dans ce genre de jeu-là. Où non, c'est pas seulement drôle, là, mais fin. Des choses qui sont comme finement faites, intelligentes, mais qui sont transmises sans l'aide de la parole, donc visuellement. Donc, il y a vraiment, au Nouveau-Brunswick, à cause de... Je pense vraiment que ça vient de ça, l'insécurité linguistique, a juste poussé certains joueurs dans d'autres cadrans. Expertise, dans le fond. Ouais. Donc, moi, je préfère bien évidemment que les joueurs soient bons dans tout. Versatiles, oui. Polyvalents. Mais et je vise ça pour moi-même. C'est un style de jeu au final qui se développe à partir de l'environnement extérieur et c'est quelque chose qu'on retrouve. On en avait parlé justement avec dans un épisode précédent avec Denis Aubert qui lui est à Berlin, qui est un Français établi à Berlin, qui ils font de l'improvisation bilingue franco-allemande et il voit à quel point ça influence son jeu. Vous, est-ce qu'il y a une offre d'impro anglophone qui se donne dans votre province? Si oui, est-ce que vous avez des liens avec ça? L'improvisation anglophone est conçue un peu différemment, un peu comme on a mentionné avec, c'est quoi, Second City, ça s'appelle, c'est ça? Aux États, ouais. Ouais, c'est une des grosses troupes, là. C'est ça, ça miroire un peu ce format-là, fait que où est-ce que nous autres, comme francophones, puis ça s'étend au Québec aussi, là, qu'on
favorise plus comme la construction d'histoire à l'intérieur de comme un temps spécifique, que ce soit une longue durée ou une courte durée, mais c'est comme des personnages qui se veulent bâtir plus de façon long terme. En anglais, ils ont plus les réflexes anglophones de l'Amérique, où est-ce que c'est plus axé sur des courts exercices, des courtes improvisations, des restrictions vraiment spécifiques à la création. Ça existe, je pense, de plus en plus, l'intégration d'autres éléments plus qui miroirent notre façon de faire. Mais en général, c'est plus ça leur approche. Au Nouveau-Brunswick, puis vraiment, je devrais dire en Atlantique, l'improvisation est plus un tout dans ce segment-là du pays. Fait que il y a des activités, il y a des championnats, des compétitions, mais qui se font plus au niveau maritime. Fait que toutes les provinces se rassemblent, ou même Atlantique des fois, où est-ce que c'est plus des points culminants de l'année. Il y a moins des activités ponctuées à travers l'année, comme nous, on a. Nous, on n'a pas nécessairement un lien spécifique avec cette communauté-là, mais on les appuie de loin, dans le sens que parfois on promouvoit leurs activités, parce que je pense que c'est important qu'il y ait un contact. Évidemment, la barrière linguistique peut être difficile en improvisation, parce que tellement est ancré dans le langage que ça peut être difficile de vraiment établir quelque chose de clair pour tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré, par exemple, dans les cours d'immersion pour que les gens soient plus à l'aise. Au Nouveau-Brunswick, il y a de plus en plus d'anglophones qui sont bilingues, où est-ce qu'avant, c'était plus la responsabilité du francophone comme population minoritaire qui devait apprendre l'autre langue. Je pense que dans les derniers comme 10 ans, ça a vraiment devenu plus clair pour les anglophones que c'est un petit peu un two-way street, puisque pour eux aussi, c'est une très bonne idée d'apprendre l'autre langue. Fait que tout le monde est beaucoup plus bilingue. Fait que je pense que dans un futur, ce serait quelque chose qui serait beaucoup plus réaliste que le diagramme de Venn de anglophone bilingue, francophone bilingue, puis improvisateur se retrouve un petit peu plus dans le même petit compartiment. Mais je suis sûre qu'il y a la forme puis la langue qui est des obstacles de ce côté-là. Est-ce que c'est intéressant que tu avais dit que c'était allemand francophone, c'est ça? Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais, Ils ont commencé à faire ça en Nouvelle-Écosse, ça a de l'air. J'ai été donné des formations en Nouvelle-Écosse avant que tout frappe. Et puis, quand on pouvait encore se promener. Et puis, les autres me contaient qu'ils avaient commencé ça à Halifax, une ligue intégrée bilingue, anglophone, francophone, et que, tu sais, nous autres, on s'imagine, OK, ben là, si on fait ça bilingue, tout le monde va juste parler anglais tout le long. Parce que c'est les francophones qui sont capables de parler anglais, puis les anglophones ont beaucoup plus d'insécurité linguistique. Moi, je pense, pour moi, le vrai bilinguisme, c'est, moi, je te parle dans ma langue, toi, tu me réponds dans ta langue, et on se comprend, et le public nous comprend, et puis il n'y a personne qui est obligé de se tordre la langue autour d'un langage qui n'est pas le leur et qui peut-être les ferait pédaler. Tu sais, si tu es en train d'essayer de penser dans l'autre langue, c'est plus difficile. Fait que tu parles dans la langue que tu veux, tu dis ton propos dans la langue que tu veux, puis tout le monde se comprend. Ça, c'est un véritable bilinguisme. Je pense qu'il y a beaucoup d'anglophones au Nouveau-Brunswick que leur problème, c'est pas comprendre, c'est le parler. Ils peuvent pas faire nos sons. Puis ça les dérange, puis ils aimeraient mieux juste parler anglais. Ben moi, je leur dis, oui, fais ça, mais moi, je vais te répondre en français. Donc, c'est ça. Il y a toujours eu il y a une friction là, au Nouveau-Brunswick quand ça vient, dépendant des régions, là, mais anglais-français, il y a une friction qui existe depuis belle lurette, puis il a fallu se battre pour avoir nos acquis. Puis la structure anglophone là, que Isabelle parle de, là, il n'invite pas les écoles francophones à ça. Là. Ni que je pense que les écoles francophones, c'est-à-dire au niveau de la bureaucratie de l'école, voudraient participer, voudraient que leurs jeunes participent, parce qu'il y a beaucoup d'écoles au Nouveau-Brunswick qui voient l'anglais comme une menace. Tu te fais taper ses doigts si tu parles en anglais à la cafétéria, genre. Donc, ils veulent pas que tu ailles faire une activité en anglais, ce qui n'empêche pas les équipes de hockey d'aller jouer contre des anglophones puis se parler en anglais tout le long. Là.
sais. Mais là, ça serait mal perçu. Donc, ça reste une barrière. Moi, Isabelle... Je pense aussi qu'il y a une longue histoire de pouvoir qui est débalancé d'un côté puis de l'autre. Puis des longues histoires violentes aussi, là. Fait que ça crée des tensions qui sont... Oui, il y a eu des émeutes, il y a eu des choses. Puis je pense que moi et Isabelle, on est sur la même longueur d'onde par rapport au fait que je pense on aimerait qu'il y ait un meilleur lien entre francophones et anglophones. Puis au début, on parlait, est-ce que Impro-NB, sans être pour les deux, parce qu'on était tous des francophones qui s'en occupaient, là, je pense pas que ça aurait bien marché sans des éléments anglophones, mais est-ce qu'on veut, dans notre constitution, par exemple, ouvrir une porte à l'organisme anglophone, qui ait ce lien-là, que ça fasse partie de nos tâches de créer et d'entretenir ce lien-là. Puis il y a tellement de gens, c'était controversé, il y a tellement de gens dans notre communauté qui étaient comme non, ça prend une dualité linguistique. On peut pas, si on ouvre une porte, il y a des anglophones qui vont rentrer dedans, puis tout d'un coup, Impro-NB sera en train de travailler pour les Anglais. Donc, on devient uniquement Improvisation New Brunswick. Ben c'est ça là. Donc, puis peut-être que nous autres on a besoin de plus de développement parce qu'on est une minorité linguistique. Et on était d'accord avec ça. On était un petit peu plus flexible, mais disons que notre communauté c'est pas ça qu'ils voulaient et c'est pas ça qu'ils ont eu non plus. Ça aurait été difficile, je pense, de toute façon de créer ce véritable lien là. Mais moi je pense que nous autres on est ouvert à des rencontres avec des anglophones dans un contexte qui se veut bilingue. On va pas aller jouer en anglais, là. C'est hyper intéressant à analyser parce que j'ai déjà mentionné ça, le fait que parfois l'impro, c'est un reflet de la société en termes sur plein de thèmes différents. Puis celui-ci en particulier, voir les liens qui peuvent se créer entre ces deux langues-là. Je connais pas exactement l'histoire complète du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie, mais cette thématique-là de la langue, je sais qu'elle est très importante, notamment que le Nouveau-Brunswick soit la seule province bilingue au Canada. Ça fait partie de l'identité aussi de la province. Et pour vous, en tant qu'improvisateur qui évoluez dans cet environnement-là, j'imagine à quel point c'est une question qui doit revenir aussi. Je pense que les gens se complaisent à jouer comme ils jouent avec les gens qui sont habitués de jouer. Là, tout ça, là. Il n'y a pas beaucoup de pensée donnée à ça nécessairement, mais en même temps, on est une communauté, en tout cas du moins les dirigeants de cette communauté-là, ou ceux-là qui durent le plus longtemps. J'aime ça, c'est un entraîneur de Trois-Rivières, Rémi Franqueur, que je salue, mettons, au cas où, qui nous a appelés des patenteux. Il avait lu notre site web, il avait écouté notre propre podcast d'Impro-NB, tout ça. Puis c'est comme un ami coupe universitaire pour moi. Tu sais, là, c'est le genre de jeu de la francophonie. Il est entraîneur là, il est entraîneur à une coupe universitaire que j'ai organisée. Je m'entends très bien avec Rémi. Et puis, il nous a appelés des patenteux. Et je pense que qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est qu'on est on a développé une culture d'être des penseurs de l'impro, des décortiqueurs de l'impro, des analystes de l'impro. Puis ça paraît en tout cas, moi, j'écris beaucoup d'articles sur le sujet, évidemment. Mais l'idée que il n'y a aucune facette de l'impro là, qui ne vaut pas la peine d'être examinée, réexaminée, au cas où on pourrait y retrouver quelque chose. Donc, on parle d'impro beaucoup au Nouveau-Brunswick, du moins chez les gens qui continuent longtemps dans cette chose-là. Puis c'est pour ça qu'on est capable de se réinventer au besoin, tout en gardant les choses qui font de l'impro, qu'est-ce qu'on trouve qui est spécial à propos de l'impro. Donc, on a rejeté beaucoup d'idées parce qu'on les a discutées, comme qu'on a changé notre façon de faire ponctuellement parce que c'est important de ne pas s'asseoir sur nos lauriers puis dire ben c'est ça que c'est. L'impro, c'est ça. La façon d'organiser, c'est ça. Les choses évoluent, nos jeunes évoluent, les mentalités évoluent, la francophonie et l'anglophonie dans notre province évoluent. Et c'est pas vrai qu'on va jouer pareil, arbitrer pareil, coacher pareil, organiser pareil pour toujours. Donc, on est patenteux. On regarde les morceaux, là, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ces morceaux-là, comment est-ce qu'on peut les réassembler, qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut réinterpréter quelque chose. Et c'est des choses qui nous ont servi, comme les règlements utilisés par les Jeux de la francophonie canadienne, par exemple. C'est nous qui les avons adaptés de nos propres règlements en utilisant leur réalité à eux. Mais on peut juste faire ça si on comprend vraiment la grammaire de l'improvisation. Qu'est-ce qui est... Pas juste la grammaire, moi je dirais l'éthique, parce qu'il y a beaucoup des éléments que je reviens beaucoup souvent, c'est l'éthique. L'éthique du joueur, l'éthique de l'organisateur, l'éthique de l'arbitre, l'éthique de l'impro comme spectacle. On a des responsabilités
éthique, créative, mais aussi éthique. Et je pense que s'il y a quelque chose que moi qui me tient à cœur, c'est l'éthique de l'impro. Donc, c'est toutes des choses qu'on discute constamment. Ben, je pense que ça se voit aussi dans la façon qu'on a conçu comme notre programme d'accréditation d'arbitre puis de juge de salle. T'sais, je pense que nous autres, on a conçu ça d'une façon où est-ce que tu fais une formation initiale, mais aussi il y a une formation qui est obligatoire aux 2 ans pour te garder à jour. Okay. Parce que ça évolue, ça change. Puis tout d'un coup, on pourrait savoir un arbitre à un tournoi qui est à jour, qui connaît les nouvelles façons de faire. Puis là, un autre arbitre qui, oui, fait la formation, mais 10 ans passés, puis qui est complètement dépassé, qui n'a pas nécessairement tout fait ce cheminement-là de réfléchir, de critiquer, de repenser. Puis que mettre ces 2 personnes-là dans le cadre d'un même tournoi, c'est pas nécessairement juste pour les équipes. Parce que c'est déjà très subjectif comme discipline d'avance. On est en train de se fier que les officiels, que les arbitres, que les juges de salle, mais eux, mais aussi tout le monde, et le même niveau de compréhension soit tous à jour et tout le même niveau d'éthique. Ils comprennent l'impact de leurs actions. Fait qu'en faisant ça, faire sûr que tout le monde part de la même compréhension du jeu, on peut vraiment donner une bonne expérience à tout le monde. Et on a parlé justement des liens potentiels qu'il pouvait y avoir avec le côté anglophone. On a mentionné également les liens avec le Québec. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer au cours de quelques coupes universitaires d'improvisation, la QI. J'étais venu à celle en 2017, je crois, qui était à Moncton. Ça avait été tout un de mes grands périples en improvisation, avec l'improvisation d'HEC. Ça, c'est la chose qui est drôle parce que des fois, les Québécois disent que venir ici, c'est super loin. C'est comme, oh my God, on a fait l'Odyssée. Ça faisait partie de l'expérience vraiment de faire 9 heures aller, 9 heures retour de voyage. On avait profité pour faire un petit tour de Gaspésie au passage. Donc c'est vraiment presque du tourisme d'improvisation, puis j'adore ça. Pour revenir à ma question, les liens avec le Québec, la façon dont les 2 provinces, le milieu de l'impro, les milieux de l'impro respectifs se sont développés en parallèle. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, à travers les rencontres que vous avez pu faire à travers notamment les tournois, qui s'est fait différemment? Qu'est-ce que vous avez pu éventuellement échanger? Sur quel point vous êtes éventuellement d'accord ou pas d'accord? Pour moi, veux-tu y aller, Isabelle? Parce que moi, j'ai deux moments. OK. Je peux peut-être commencer par dire qu'il y a peut-être il y a beaucoup de gens qui réalisent pas qu'on était à la première QI, que le Nouveau-Brunswick était représenté à cette première coupe universitaire d'improvisation. Puis ça, c'est une drôle d'expérience parce que des fois, quand on se présente à ce tournoi-là, on est souvent accueillis comme si c'est la première fois qu'on participe. Puis, tu sais, on a l'expérience d'avoir pas juste un campus, mais plusieurs campus qui est représenté à cette activité-là. Puis je trouve que ça, c'est un peu symptomatique de l'expérience en général. Il y a certainement des bénéfices, puis il y a aussi des comme négatifs à cette interaction-là des fois. Puis souvent, les négatifs sont ancrés dans les préjugés par rapport au Nouveau-Brunswick, par rapport à qui on est, puis par rapport à nos capacités. Fait que ça, des fois, ça peut un petit peu nous lancer sur une interaction tendue. Puis ça, c'est vraiment individuel. Ça dépend vraiment des individus québécois avec lesquels on interagit. Parce que on a tout le spectrum. Là. On a le « Ah, le Nouveau-Brunswick est cool, je connais assez le Nouveau-Brunswick pour savoir que vous êtes des personnes. » Puis là, il y a le milieu, on est un peu un petting zoo. Où est-ce qu'on est cute, puis on veut nous faire dire des choses pour qu'on puisse admirer notre accent, puis ce genre de relation-là. Puis là, il y a l'autre spectrum qui est là le plus difficile, où est-ce que ça, c'est vraiment une expérience négative, puisque, comme je te donne un exemple, où est-ce que il y a une année que j'entraînais l'équipe qui s'était rendue au tournoi, et on a vraiment vu le vent tourner très, très, très rapidement, où est-ce que quand on arrive au tournoi, tout le monde était super gentil, puis la seconde qu'on a gagné un match, les gens étaient moins gentils. Des fois, il y a de la rengaine comme ça, si on veut une rivalité. Puis elle vient peut-être d'un endroit comme ça. Là. C'est comme ça a été inventé au Québec, ceci, oui. Et donc,
Ben, je pense que moi, j'ai vu les années de QI, là, parce que la première année, Trois-Rivières, c'était à Trois-Rivières. J'ai pas vu ça, là, j'étais pas là. Mais Trois-Rivières a remporté la coupe, la première coupe qu'ils ont organisée eux-mêmes. Mais à partir de là, ça a pris jusqu'en 95 avant que le Québec en gagne une. Donc, entre 87 et 95, c'est toujours Ottawa ou Moncton. Mais je vais donner une histoire qui est positive, d'échange, si on veut. On va aller dans l'autre sens, parce que oui, évidemment, il y a beaucoup de frustration. Mais l'inverse est vrai aussi. Évidemment, c'est important de voir des matchs. Pour moi, on va à un tournoi, c'est pas juste jouer, puis retourner dans ta chambre d'hôtel ou aller prendre un verre. Faut t'en regarder, faut que tu vois ce que les autres font. Pourquoi je suis venu ici si c'est pas pour garder plus d'impro? On en mange, là. Mangeons-en. Et j'ai vu des choses cette fois-là. Les mêmes choses que mes joueurs ont vues. Mais quand on est revenu, même si c'est une année où on s'est fait, dans le patois, rincer, on a vu tellement des belles choses, verbomotrices, culturelles, théâtrales, dans un type qu'on jouait pas beaucoup. Puis quand on est revenu, j'étais très encouragé que mes joueurs parlaient de ces choses-là comme « Hey, cette chose-là qu'ils font, cette transition-là qui est venue de nulle part, qui n'était pas à propos de se mettre en petit bonhomme puis se relever. » Là, tu vois de l'impro qui est beaucoup plus fine. OK, ces joueurs-là ont comme fait une transition. Il y a une joueuse en mixte qui avait fait une transition sans avertir l'autre joueur, évidemment, qui est de l'autre équipe. Puis l'autre joueur a juste fait « Wow! » Il l'a rattrapé, il s'est aperçu tout de suite. Tout d'un coup, on a avancé dans le temps. Ça, c'était magique, là. Ça, c'était comme un moment, un coup de théâtre. Mais là, on est revenu de cette coupe universitaire-là et ça a changé notre jeu. Et quand je dis notre jeu, je veux dire le jeu au Nouveau-Brunswick. Parce que là, j'ai eu des joueurs qui, pour la première fois, au lieu de rejeter sans y penser, juste rejeter le jeu des autres, ont fait comme « Ah, ce que UQAM et Laval ont fait là, cette fois-là, c'est une inspiration, ça. Comment nous autres, on peut adapter ça à notre jeu? Comment est-ce que nous autres, on peut évoluer vers combien fin ça c'était, combien intelligent ça c'était comme jeu? » Et là, on a commencé à l'enseigner à nos jeunes quand on était en... Donc maintenant, on a des jeunes qui font des transitions comme ça au secondaire. Moi, je vois nos jeunes joueurs commencent déjà avec une longueur d'avance sur ce que nous autres, on faisait. Parce qu'ils se font enseigner par des joueurs plus vieux. Donc, maintenant, nous autres, on le voit, ce qui est peut-être vrai ailleurs, là, parce que ça va depuis plus longtemps, puis il y a des gens plus impliqués depuis plus longtemps. Pour nous autres, c'est un plus petit bassin. Fait que vraiment, on dit souvent, nous autres, que l'impro ici, c'est familial, parce qu'on se connaît tous. Donc, quand tu fais une émission avec d'autres joueurs du Nouveau-Brunswick ou qui ont joué ici, on les connaît tous, là. Ils ont tous déjà été dans mon salon, là. Tu sais, c'est comme, on est les plus jeunes, c'est nos enfants, tu sais, là, les gens qui sont dépassés l'universitaire, pour moi, c'est tous des frères et sœurs. Donc, tu sais, on est comme ça. Il y a personne que tu connais pas. Il y a personne que tu connais pas. Il y a des gens avec qui tu n'es pas d'accord. Ça se peut, là. Je veux pas dire qu'on est comme un bloc. Mais les choses que nous autres, on apprend, moi, ce que j'apprends, je le garde pas pour moi-même. Je le donne aux autres, qui eux autres vont l'adapter. Donc, quelqu'un qui commence aujourd'hui peut avoir accès à toutes les erreurs que j'ai faites pour ne pas les faire eux-mêmes. Donc, on voit vraiment les joueurs être meilleurs plus tôt. Et ça, c'est le succès de ce continuum-là là, qu'on travaille dedans. Puis je pense que c'est vraiment ancré dans la façon qu'on évolue en général, comme on a parlé plus tôt de être à l'écoute de ça que les plus jeunes que nous autres font, puis l'appliquer. Je pense qu'être constamment en train d'évoluer à l'intérieur de toi-même, c'est vraiment, ça fait vraiment partie le cheminement de l'improvisateur au Nouveau-Brunswick, parce que c'est très facile de frapper un mur puis soit arrêté, parce que ce que tu as toujours fait ne fonctionne plus. Puis tu te dis, ben ça c'était moi, mais là ça marche plus. Fait que qu'est-ce que j'arrête. Hein, j'ai fini mon tour, c'est ça que je pourrais donner. Ou tu changes puis tu évolues puis tu deviens quelque chose de différent. Oui, moi j'ai connu des joueurs extrêmement physiques qui à un moment donné, les limites de ça étaient, c'était ça. Fait que là, OK, qu'est-ce que je vais me lancer dans des chantés. On va essayer de voir, je peux-tu faire ça des chantés, puis en évoluant, t'as jamais fini ton trajet d'improvisateur. T'es jamais la version parfaite de toi comme improvisateur, parce que ça n'existe pas.
Ça évolue constamment. Puis ta version de parfait, c'est aussi prendre, par exemple, l'inspiration que tu as vue au Québec ou que tu as vu quand tu as été voir un match à Moncton ou quand tu as été voir un match à Bathurst. Prendre ça, puis peu importe si tu l'as aimé ou non, tu as eu une pensée, tu as eu une réaction à ça. Puis tant que tu es en train d'y réfléchir dans le sens de « j'ai aimé ça, pourquoi? » ou « j'ai pas aimé ça, pourquoi? » Puis que tu as une réflexion par rapport à ça, ça, tu es en train d'évoluer puis changer constamment la façon que tu penses à ça. Puis cette ouverture-là à changer puis innover fait en sorte que tu deviens un joueur de plus en plus polyvalent, de plus flexible, que tu rentres dans des improvisations puis que l'autre personne fait comme « Yo, on est des dinosaures » puis t'es comme « Alright, on est des dinosaures. » Ben, moi, je bouge comme c'est quand je suis un dinosaure. Puis, tu sais, c'est pas limitant parce que t'es prêt à t'ajuster à n'importe quoi. Puis je pense que l'adaptation, c'est tellement le cœur de l'improvisation. Parce que si tu sais ce que tu vas faire, t'as arrêté d'évoluer. Si tu rentres dans une improvisation puis tu sais exactement quelle improvisation que tu vas faire, ben là, t'es plus à l'écoute de ce que l'improvisation te propose. Débarque de sur la scène. C'est ça, t'es plate. T'es plate. Puis si pas pour le public, parce que des fois, le public, là, sont pas le meilleur gauge de si t'es bon ou non. Parce que des fois, t'es plate, puis le public t'aime pareil, mais t'es plate pour toi-même. Tu sais que tu vas rentrer, tu vas faire telle sorte de joke, tout le monde va rire, là, tu vas faire telle sorte d'affaire, puis tout le monde va rire, puis là, tu vas t'asseoir sur ton banc. Mais ça, c'est plate pour toi. Puis quand toi, tu commences à te parler de toi-même, c'est soit que t'évolues ou t'arrêtes, parce que tu vois plus comment ça peut être excitant puis engageant pour toi. Mais cette notion de se développer, se trouver à l'interne en tant qu'improvisateur ou improvisatrice, puis être capable d'aller chercher des ressources externes ou des autres façons de penser, c'est essentiel pour continuer à faire de l'improvisation. Et ça me fait la transition parfaite pour peut-être un prochain édition d'Impro Blabla où on parlera ça justement de l'exploration. Je pense que ça fait quand même déjà plus d'une heure qu'on discute ensemble. On a un petit peu dépassé, mais c'était super intéressant d'avoir votre point de vue, de voir comment la réflexion s'est développée dans votre coin de pays et faire des parallèles. Il y a toujours, encore une fois, comme on l'a mentionné et rementionné, il y a de l'inspiration à trouver partout et parfois à s'inspirer, ça fait pas de mal. D'ailleurs, donc merci beaucoup pour les expériences que vous nous avez partagées. Je rappelle que vous avez également, vous, votre propre podcast qui s'appelle Catégorie Libre, qu'on peut retrouver sur votre site internet, notamment ImproNB. J'ai pas l'adresse exacte du site internet, c'est impronb.ca. Si tu googles improvisation NB ou impro NB, d'habitude, tu vas nous trouver. Oui. Les mots catégorie libre sont un peu comme vagues. Là. Beaucoup de choses pourraient s'appeler ça. Donc, si vous le cherchez sur Apple Podcasts, dit iTunes, ou sur Spotify, ils sont là, mais ça s'appelle Improvisation Nouveau-Brunswick présente, catégorie libre. Donc, il y a moyen de trouver là-dedans. C'est une émission c'est moi et Isabelle qui sont les co-animateurs, mais chaque émission, on a une entrevue avec un improvisateur du Nouveau-Brunswick. Pour parler de sa carrière, sa démarche, tout ça. Et en deuxième partie, on garde l'invité là pour un peu faire ce que tu fais, Armand, c'est-à-dire parler de grands sujets. Et ça peut être très mécanique, comme parlons du 4e mur, ou ça peut être plutôt témoignage, si on veut, comme comment est-ce que c'est Comme on a fait une émission avec parents et enfants qui ont tous les deux fait de l'impro à leur époque. Puis qu'est-ce qui est la relation à la maison, des choses comme ça. Donc, ça peut être autant philosophique puis abstrait que parler du deuil. Oh, le deuil. Du deuil de nos idées. Ouais. Donc, il y a une émission là-dessus. Puis, il y a des gens là-dedans que même tes auditeurs vont avoir connus, soit à travers des couples universitaires, soit parce qu'ils sont devenus vedettes. Là, Christian Essiambre est un bon exemple de quelqu'un qui a fait, qui a quand même eu du succès au Québec en tant que comédien et qui est un des invités. C'est un bon à nommer comme ça, mais il y a un peu de tout le monde. On a tout le temps des gens qui sont comme de différents âges, qui ont de différents backgrounds, donc on n'amène pas toujours la même chose. Mm-hmm. Donc, ça peut intéresser. C'est là, il y a une 40aine d'épisodes et plus. Bon, donc on vous encourage à aller écouter ça, également à aller sur le site. Il y a plein d'informations qui peuvent être intéressantes à découvrir. Merci encore une fois, Isabelle et Michel, d'avoir participé à cet enregistrement-là. On espère vous revoir très bientôt, que ce soit au Québec ou au Nouveau-Brunswick, pour improviser, discuter et aller plus loin encore. Donc, je vous souhaite une très belle après-midi et merci, très bientôt. Merci. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque.
Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.